Bonjour Laurent Marcangeli. Bonjour. Vous êtes ministre de la fonction publique. À 4 jours du vote de confiance surprise décidé par François Bayrou, est-ce que vous avez déjà fait vos bagages? Non, non, j'ai pas fait mes bagages parce que je suis à mon affaire jusqu'à la fin. J'ai reçu des organisations syndicales, j'ai maintenu mon agenda. J'ai fait la semaine dernière un déplacement à Amiens, dans la Somme. Et je serai ministre jusqu'à la dernière minute. Ministre jusqu'à la dernière minute, mais aujourd'hui, c'est vrai que les Français sont en colère. D'après un sondage Elab, 82% d'entre eux jugent la séquence politique actuelle comme un spectacle navrant. Ils considèrent que la classe politique n'est pas à la hauteur de la situation. À qui la faute? À Emmanuel Macron ou à François Bayrou, qui a semblé se torpiller lui-même? Moi, je vais nommer personne. Je suis engagé dans la vie publique depuis longtemps. J'ai exercé de nombreux mandats, locaux, nationaux. Je pense que tout le monde est responsable. Tout le monde. Non mais, personne ne peut Laurent se dédouaner. Marcangeli, est-ce que vous avez compris la démarche du Premier ministre? Demander la confiance aux députés. Je soutiens le Premier ministre jusqu'à la fin. Je suis membre de ce gouvernement. Je suis solidaire du gouvernement et du Premier ministre. Un ministre, lorsqu'il n'est pas solidaire, il prend ses responsabilités, il s'en va. Donc ce combat, je le mène avec François Bayrou. Il a ma confiance, comme je pense avoir la sienne depuis le mois de décembre. Donc vous avez compris sa démarche de demander la confiance, alors qu'il n'a pas passé un coup de fil cet été pour essayer d'avoir des accords. Je jusqu'à la fin. Sinon, je ne serai pas membre de ce gouvernement et vous ne me recevrez pas en qualité de ministre. Mardi, Emmanuel Macron lui indique un cap, c'est-à-dire élargir la majorité, se tourner notamment vers les socialistes. Le lendemain, on s'attendait à ce que François Bayrou lâche du lest à sa gauche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné du côté du Rassemblement national en plaidant pour une restriction des soins pris en charge par l'aide médicale d'État pour les étrangers sans papier. Il n'y croit plus non plus lui-même, François Bayrou. Écoutez, ça, le discours aura lieu lundi. Il y aura un discours dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et ensuite, il y aura l'ensemble des forces politiques qui vont répondre. Je pense que vous vous trompez de question depuis tout à l'heure, Madame Bouillaguet. Je vais vous expliquer pourquoi. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est l'endettement historique du pays. C'est les dettes qu'on va léguer aux générations futures. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si François Bayrou est renversé par l'Assemblée nationale avec son gouvernement, le problème va demeurer. Et que le futur gouvernement, qu'il soit de gauche, qu'il soit Rassemblement national, qu'il soit de droite ou je ne sais quoi encore, eh bien, il va avoir cette difficulté. Et on est en train d'être dans un déni. Et les oppositions dans ce pays feraient mieux de s'intéresser à la situation de nos finances publiques. Il y a quand même des contre-projets, des contre-budgets. Les socialistes, alors effectivement, c'est une version plus light. C'est 22 milliards d'euros d'économie par rapport aux 44 milliards de François Bayrou. Donc c'est vrai que ce n'est pas la même ampleur. Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi, il faut faire des efforts? Est-ce qu'on peut les lisser? C'est-à-dire, est-ce qu'au lieu d'en faire 44, on pourrait en faire 33? On ne vote pas le budget. Est-ce qu'il n'y a pas, on ne peut pas revoir ça aussi? On ne vote pas le budget mardi. Lundi. Non, mais lundi, on pose une question. Est-ce que l'endettement du pays est suffisamment important pour qu'on s'y intéresse? Vous savez très bien que ce n'est pas cette question-là à laquelle c'est ce que je dis. Et la phase de négociation aurait eu lieu. Les ministres concernés étaient prêts à négocier avec l'ensemble des forces politiques. François Bayrou n'a pas passé un coup de fil cet été. Les ministres étaient prêts, mais nous n'étions pas encore en phase de préparation du budget. Mais on ne va pas commencer à dire n'importe quoi aux Françaises et aux Français. Le budget, il est négocié à l'automne. Il l'a présenté dès juillet dans tous ses détails. Avez-vous déjà vu un budget présenté qui arrive à la fin de l'automne budgétaire tel qu'il a été présenté par le Premier ministre? Même quand vous avez des majorités absolues, ça ne se passe pas comme ça. Donc aujourd'hui, en réalité, les oppositions veulent se débarrasser de Bayrou parce que François Bayrou porte un message. Vous savez, c'est comme au temps du Moyen-Âge, le messager porte un mauvais message, on le tue. Malheureusement, le message, il reste. Donc vous pensez que François Bayrou peut survivre au 8 septembre ? Moi, je me battrai à ses côtés jusqu'au 8 septembre. Je lui dois bien ça. Il m'a fait confiance et il a aussi ma confiance. Quand vous voyez ça, vous voyez les crispations qui sont engendrées par ce budget. Dans le cadre d'une campagne présidentielle pour 2027, on sait que Édouard Philippe, vous êtes proche de lui, affiche une ligne économique stricte, on va dire. Quand on voit donc les difficultés pour passer un budget, quand on voit l'hostilité de l'opinion publique, quand on voit aussi le blocage, il va y avoir un blocage du pays pour le 10 septembre, est-ce qu'on peut gagner une présidentielle en promettant du sang et des larmes? Vous parlez d'une ligne stricte. Moi, je vais vous parler d'une ligne qui s'appelle tout simplement une ligne responsable. On ne peut pas continuer d'infantiliser les Françaises et les Français en leur disant qu'on peut dépenser plus que ce qu'on a. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en voie d'avoir l'intérêt de la dette comme premier budget de la nation. Ça veut dire qu'en réalité, on n'emprunte pas pour investir sur l'avenir, on n'emprunte pas pour construire des hôpitaux, on emprunte pour payer l'électricité, payer les factures. Et je ne pense pas que la France puisse se permettre de faire ça. Et avec Édouard Philippe, depuis 2021, nous avons créé un parti politique. Et le jour où nous l'avons créé, nous avons dit qu'il faut de l'ordre dans les comptes
et dans la rue. Mais donc vous pensez toujours, et il pense toujours, lui, qu'on peut gagner une présidentielle en évoquant une éventuelle retraite à 67 ans, avec la capitalisation, avec une règle constitutionnelle de discipline budgétaire. On peut gagner, on peut séduire les Français. À chaque jour suffit sa peine, Madame Bouillaguet. Nous allons vivre des moments difficiles. Je pense que l'élection présidentielle est encore loin. Édouard Philippe aura son discours, aura cette adresse à la nation au moment où il sera candidat, comme je le souhaite, et nous verrons ce qu'il dira. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas envie de mentir aux Françaises et aux Français. La suite, donc bon, on peut quand même partir du principe que François Bayrou risque fortement d'être renversé lundi. Il y a aussi une possibilité de dissolution, hein, c'est une petite musique qu'on entend. Emmanuel Macron a récemment écarté cette hypothèse. Au contraire, pour Édouard Philippe, elle est même assez inéluctable. En quoi une dissolution peut clarifier les choses? Édouard Philippe a voulu dire que si d'aventure ce gouvernement tombait et qu'un autre tombait après lui, malheureusement, il craignait que la dissolution soit inéluctable. Écoutez, moi, je ne vais pas être dans la politique fiction. Je vais vivre ces jours en tant que ministre qui va essayer de se battre aux côtés du Premier ministre. Et nous verrons à partir de lundi comment les choses se passent. Et puis pour la dissolution, je vais couper court. Ça n'appartient qu'à une seule personne dans notre pays, c'est le président de la République. Mais imaginons que le Rassemblement national décide de faire tomber avec la gauche systématiquement chaque gouvernement qui arrive. Est-ce que Emmanuel Macron aura le choix d'un retour? Ça n'appartient qu'à Emmanuel Macron, président de la République. C'est la Constitution qui le dit et il est à ce niveau-là le seul à pouvoir répondre. Donc moi, toutes les personnes qui parlent pour le président de la République, quelle que soit leur qualité, leur éminence, en disant il faut dissoudre, il ne faut pas dissoudre, pour moi tout ça, ça ne sert pas à grand-chose. De toute manière, il n'y a qu'une seule personne qui peut appuyer sur ce bouton. Lorsqu'Édouard Philippe a été reçu à déjeuner, c'était mardi, par le chef de l'État, hein, avec Bruno Retailleau notamment, et François Bayrou, le chef de l'État a dit voilà, maintenant, il faut élargir la majorité, se tourner vers les socialistes. Qu'est-ce qu'il voulait dire à travers ça? Est-ce que c'est déjà l'après-Bayrou? Est-ce que se dessine le profil, on va dire, d'un nouveau Premier ministre qui serait socialiste compatible? Mme Bouillaguet, vous m'avez reçu il y a un an, à peu près jour pour jour. J'étais président du groupe Horizon et indépendant à l'Assemblée nationale. Et que disions-nous avec Édouard Philippe? Qu'il fallait un pacte de stabilité qui allait de la droite républicaine à la gauche social-démocrate responsable. Je n'ai pas changé d'avis et je continue de penser que, même si ce n'est pas pour participer au gouvernement, il faut un accord minimaliste pour permettre à la France de ne pas tomber dans la spirale de l'instabilité qui est tout aussi mortifère que l'endettement public que nous connaissons. Donc il y aura une question de casting. Qui peut incarner ça? Est-ce que c'est un Bernard Cazeneuve? Est-ce que c'est un Gérald Darmanin qui se positionne ces derniers temps en disant que le contre-budget socialiste est pas si mal que ça? Au risque de vous surprendre, jusqu'à l'heure, il y a un Premier ministre qui est en place. Et deux, surtout, ça appartient aussi qu'à une seule personne de nommer le Premier ministre, c'est le chef de l'État. Il y a eu beaucoup de remous autour d'éventuelles dissolutions. Il y a eu aussi des appels à la démission du chef de l'État. Depuis le départ, on entend les Insoumis qui portent ce sujet-là, mais on a entendu aussi des personnalités de droite. On a entendu Valérie Pécresse, on a entendu Jean-François Copé. Est-ce que ça vous a étonné que des personnalités de droite qui ont été au gouvernement, tout d'un coup, demandent la démission du chef de l'État? Valérie Pécresse et Jean-François Copé sont des amis, je les connais depuis longtemps, mais je ne partage pas leur opinion et je vais vous expliquer pourquoi. Nos institutions sont fragiles aujourd'hui, fragilisées par la composition de l'Assemblée. On sent une opinion publique remonter. Il y a aussi les réseaux sociaux et la nouvelle manière de communiquer qui rend les choses très instables et très fragiles. Je ne pense pas qu'on va aller mieux avec une démission d'un président de la République dans ces conditions-là. Emmanuel Macron, il a été élu en 2022 pour un mandat de 5 ans. Il doit aller à son terme pour le pays, pour ses institutions, parce que ça créerait un précédent qui, à mon avis, serait dangereux pour notre avenir. Merci beaucoup, Laurent Marcangeli. Bonne journée à vous.